Bon, la situation en Syrie, c'est la situation qui préoccupe peut-être tout le monde et c'est la raison pour laquelle on trouve que beaucoup de réunions au Conseil de sécurité sont tenues pour discuter de la situation en Syrie en général et actuellement c'est sur Alep bien précisément. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Hicham Youssef, vous êtes analyste politique. Bonjour. Bonjour. Là, il y a des appels de beaucoup de partis dans le monde à cesser le feu, à faire un cessez-le-feu à Alep à cause de la situation humanitaire à Alep. Oui. Là, premièrement, avant de parler en détail de cette question, quelle est la situation en Syrie actuellement? La situation en Syrie maintenant, pour le moment, est très très compliquée. Parce qu'il y a plusieurs partis qui sont sur le terrain. Bien sûr que c'est une demande de tout le monde de cesser le feu, mais qui va écouter exactement? C'est ça la question. Est-ce que c'est le parti opposant? Est-ce que c'est le parti officiel, légitime? Est-ce que le parti extérieur? Est-ce que tous les pays qui ont de bénéfices en Syrie, est-ce que les voisins qui sont à côté de la Syrie, tout ça, c'est des partis très importants et chaque parti, il a envie d'établir son propre condition pour cesser le feu. C'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver un accord pour réunir tout le monde pour cesser le feu. Mais là, quand je parle de la situation en Syrie, en même temps, est-ce que vous trouvez qu'actuellement, c'est le régime syrien et l'armée syrienne qui prend du terrain contre les rebelles ou bien les groupes terroristes en général? D'après toutes les médias, oui, c'est ça. Oui. Et d'après toutes les photos qui arrivent ici, on voit que l'armée syrienne gagnait de terrain, gagnait des villes, une petite partie de villes, mais elle prend le contrôle petit à petit. C'est ça qu'on voit avec les médias qui ont la possibilité d'accès pour envoyer des photos pareilles ou des nouvelles pareilles. Vous ne trouvez pas que c'est logique de la part du régime syrien, par exemple, ou bien de la Russie, de ne pas accepter le cessez-le-feu comme si on arrête de frapper, il y aura toujours les groupes terroristes comme Daesh, comme Jabhat al-Nusra, comme Jaish al-Islam, comme tous les groupes terroristes qui se trouvent au monde et qui se rassemblent actuellement en Syrie, qu'ils vont se reposer et se réorganiser pour reprendre la guerre contre le régime. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est logique quand même de refuser? C'est logique de refuser, mais quand même l'armée syrienne légitime qui a pris quand même pas mal de force avec le soutien de la Russie, c'est ça qui lui donne le confiance et le courage d'attaquer tout le monde maintenant, toutes les parties, tous les groupes terroristes, même les opposants. Et qu'on dit toujours depuis je ne sais pas combien d'années maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a deux partis. Qu'est-ce que ça veut dire opposants? Parce que opposants syriens qui ont commencé les révolutions syriennes. Mais est-ce que ça existe toujours? Mais c'est ça la question, parce que voilà. Aujourd'hui on ne trouve pas que des groupes qui coupent les têtes, qui mangent les cœurs. Ah non, mais ça c'est les groupes terroristes. Est-ce que les rebelles ou bien les opposants existent toujours? Les opposants existent toujours. Mais les rebelles, les groupes terroristes, ça existe aussi. Mais qui va nous dire quelle est la différence? C'est qui le vrai opposant et qui le vrai groupe terroriste? Parce que maintenant, tout le monde utilise ces mots pour... tout est mélangé. Pour gagner. Alors là, ces groupes-là, c'est des groupes terroristes. Alors là, on va l'attaquer pour débarrasser de tout ça, mais... La vérité, c'est des opposants contre le système de Bachar al-Assad. Mais ce n'est pas ça le problème. Est-ce que le problème maintenant, pour établir pour cesser le feu, pour négocier et vérifier qui le vrai opposant et qui le groupe terroriste, mais c'est ça le les États-Unis problème. Et les pays arabes du Golfe, comme l'Arabie Saoudite et tout ça, ils sont
ils étaient en train de sélectionner, de voir qui sont les rebelles ou bien les opposants, les vrais opposants qui sont là contre Bachar el-Assad. Et on a entendu parler quand même qu'il y a un groupe d'entre eux qui a été entraîné par les États-Unis et pourtant, ils ont donné leurs armes après ça à Daesh. Alors on ne peut pas faire la différence. Ils ont fourni les armes à Daesh, mais c'était quand même, on peut dire, les groupes terrorisme, au début, c'était des groupes entraînés et fournis par les États-Unis, mais pour d'autres principes. Les groupes. Le groupe terroriste, là, comme le Daesh par exemple, au début était soutenu par les États-Unis. Mais pour appliquer... Il n'y a pas de preuves. De preuves du tout jusqu'à présent. Jusqu'à présent, sauf le parole de Madame Clinton, une fois ou deux fois, qui a déjà dit, c'est nous qui créons ces groupes, mais c'était créé avec d'autres principes que maintenant. Ce n'est pas le principe de tuer les gens n'importe comment. Mais c'était quand même, on sait très bien, dans cette zone-là, Syrie et l'Irak, les Kurdes, il y a pas mal de problèmes. Alors là, les États-Unis étaient en train de partager les deux pays en trois parties, pour le chiite, et pour le sunnite et pour le kurde. C'était ça le projet. Alors là, c'était ça le projet. Selon qui, excusez-moi. Oui, mais ce n'est pas les paroles de quelqu'un. Si c'était le projet vraiment, comme beaucoup d'analystes le disent, c'est-à-dire... Pourquoi on ne l'a pas exécuté? Puisque vraiment la situation de la Syrie ou bien de l'Irak ou bien de la Libye, aujourd'hui, c'est un peu divisé comme on veut n'importe quel moment. C'est pire. On peut dire c'est pire qu'avant. Et pourtant, on n'a pas divisé. Oui. Ça veut dire que ce n'était pas un projet, c'est-à-dire parce qu'on n'a jamais eu un document en main ou bien une déclaration qu'il y aura une division. Vous ne trouvez pas que ce sont des paroles qui circulent entre les Arabes? Ce n'est pas des paroles. On a un proverbe qui dit il n'y a pas de fumée sans feu. Et pour analyser les situations, depuis le début, quand on regarde qu'est-ce qui se passe sur le terrain, on peut dire c'est ça la vérité, même si ce n'est pas officiel. Même s'il n'y a personne qui a déclaré que c'est comme ça, mais on voit en direct et la réalité qui donne cette analyse. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire pour analyser les situations? Vous pouvez dire que c'est une analyse. Exactement. Non, c'est pas concret. On ne peut pas dire on a des documents à confirmer que c'est comme ça. Pour ne pas dire une mais pour analyser les situations, cette région de Proche-Orient, la Syrie et l'Irak, après les chutes de Saddam Hussein, on voit que l'Irak, elle n'arrive pas à réunir tout le monde. Alors là, il y a énormément de problèmes entre les chiites et les sunnites. En plus, les Kurdes. Alors là, pourquoi pas, on sépare, chaque parti vit dans un coin tranquille. C'est logique. Mais comment? Pourquoi ce n'est pas les pays de la région qui ont fait ça, et en même temps, tous les jours, ça prouve que ce sont des pays de la région qui sont en train d'exécuter une telle idée. Aujourd'hui, il y a une très grande, pour être plus clair, très grande guerre. Si ce n'est pas une guerre armée, mais c'est une guerre... sur toutes les voies, entre un pays comme l'Arabie Saoudite et l'Iran. Pourquoi on ne peut pas dire que ce sont les Iraniens qui ont essayé de jouer pour avoir une partie pour les chiites et l'Arabie Saoudite, de l'autre côté, l'Arabie Saoudite pour soutien les sunnites. Mais c'est logique, mais on voit tout ça. Mais qu'est-ce que ça donne à la fin? Parce que l'Iran soutient le chiite, mais ce n'est pas en Iran. L'Arabie Saoudite soutient le sunnite, mais ce n'est pas en Arabie Saoudite. C'était en Syrie, c'était en Irak. Au Yémen. Alors là, c'est tout à fait chaque pays soutient le parti qui les concerne. On ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire l'Arabie Saoudite soutient le parti sunnite pour établir la paix. Non, mais pour avoir l'avantage ou d'être favori. Et l'Iran, c'est toujours la même chose. Vous trouvez qu'après la déclaration d'un
si je ne me trompe pas, c'était le ministre iranien des Affaires étrangères, il y a 1 an ou 1 an et demi, quand il a dit, voilà, on contrôle trois ou quatre, je ne me rappelle pas, capitales des pays arabes. Il parlait du Liban, de la Syrie, de l'Irak et du Yémen. Voilà, oui, 4 pays. Alors, est-ce qu'une déclaration pareille n'a pas provoqué un pays comme l'Arabie Saoudite, qui dirige les sunnites dans la région, pour bouger, pour faire un lobby, par exemple? C'est une déclaration politique plus que vraie. Oui. C'est vrai. Mais on regarde maintenant au Yémen, c'est toujours. Le Yémen, elle n'est pas stable. C'est grâce à la guerre entre les sunnites et les chiites aussi. Voilà. Et soutenu des 2 côtés, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Il y a un grand parti en Syrie aussi. Il y a le plus grand parti, c'était en Irak. Mais toujours, pourquoi Iran appuie sur le côté irakien? Parce qu'en Irak, il y a les Kurdes. Les Kurdes, normalement, ils sont des sunnites. Et les sunnites. Alors là, il y a 2 partis contre un parti seulement, le parti chiite. C'est pour ça, le parti chiite, il est soutenu par plusieurs. Ce n'est pas l'Iran seulement, mais elle était quand même soutenue pour avoir une situation un peu solide. Entre les 2 partis, les Kurdes. Même, c'était soutenu à un moment donné par l'Occident. L'Occident, oui, mais je parle de l'Occident qui fortement présent au Proche-Orient. Bien sûr que tout le monde doit comprendre pourquoi. Et la Russie aussi, et tout le monde comprend pourquoi la Russie intervient en Syrie. Tout ça, c'est à cause de le pétrole et la ligne pétrolière qui va passer par soit la Syrie vers l'Irak, l'Iran, parce qu'il y a pas mal de problèmes entre la Russie et l'Europe à propos de l'énergie. Si cette ligne est passée, ça veut dire que l'Europe ne va pas être besoin de la Russie. Alors là, c'était toujours le même jeu. Qui contrôle. Pourquoi la Russie se trouve et combat avec férocité et insistance là-bas en Syrie? Ah, bien sûr, bien sûr. Le temps, il compte. C'est un élément le plus important, le temps. Alors là, la Russie joue sur le retarder de réaliser cette ligne. Comme ça, l'Europe, elle va être besoin toujours le gaz russe. C'est une façon pour mettre la pression sur l'Europe, pour avoir davantage. Mais si l'Europe n'a pas besoin de la Russie, on a vu il y a quelques mois, ou il y a plus qu'1 an, les situations par rapport à l'Ukraine, là. Quand il y a le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors là, la Russie a décidé de couper la ligne de gaz qui traverse le terrain ukrainien pour aller en Europe. Alors là, c'était quand même quelque chose qui agace trop les Européens. Alors là, chaque parti joue sur son propre intérêt. C'est normal. Oui, oui. L'arrivée de Trump à la tête des États-Unis, la plus grande puissance au monde, qui a quand même la main mise dans plusieurs parties de la Terre. On peut dire voilà, sur de la toute la planète. Terre. Oui. Est-ce que ça va équilibrer la situation, ou bien est-ce que ça va aller du côté de la Russie plutôt que du côté de la politique des démocrates aux États-Unis? Moi, depuis le début, j'ai dit les États-Unis, elles jouent pour elles-mêmes. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Mais c'est comme tout le monde. L'Égypte joue pour elle-même. Tout le monde. On ne peut pas dire ça, mais on ne peut pas dire le contraire. Mais quand même, l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis, c'est quelque chose qui agace beaucoup de gens à cause de son situation, qui est un peu dire fanatique. Par rapport les étrangers, les autres religions, les autres couleurs, les autres races
aux États-Unis. C'est ça qui agace tout le monde. Retarder un peu cette réponse. On va prendre une petite pause et après cette pause, on répond à cette question. D'accord. À tout de suite.